Je me rends pas compte en fait qu'on part dans très peu de temps. Je me sens très bien, je suis content d'être là, content d'être à Brest, content de profiter de la chaleur brestoise. Euh, et, euh, et voilà, après, est-ce que je me voile la face? Est-ce qu'il y a une partie de moi qui occulte cette pression, l'excitation? Je sais pas. En tout cas, non, je suis détendu, content d'être là et je commence à avoir hâte de partir. Je pense que dimanche matin, ça va être un moment très particulier. Euh, je suis vraiment détendu aujourd'hui et je l'assume, et je pense que le samedi, je serai encore vraiment détendu, et le samedi soir aussi. Et je pense que le dimanche matin, avec la foule, les gens, les amis, la famille et les au revoir, voilà, peut-être que je pleurerai, peut-être que je rigolerai, peut-être que j'aurai un visage figé, j'en sais rien, mais ce ne sera pas du stress ou de la peur. Ce sera surtout de l'émotion. Je pense que ça va être un départ de course assez émouvant. On est capable de réparer quand même beaucoup de choses tout seul. Ça peut être des systèmes mécaniques à l'intérieur du bateau, des systèmes hydrauliques. On a des tuyaux en spare, des raccords, l'électronique aussi. Après, des grosses choses structurelles accessibles, on peut se permettre d'essayer de faire des petites réparations. Mais ça peut être aussi des réparations pour regagner un port et quand même faire escale et faire réparer avec l'équipe après. C'est vrai qu'on a regardé toutes les possibilités d'escale. Alors ce qui est vraiment simple et très rapide, c'est sur la descente le Brésil, et sur la remontée aussi le Brésil. Après, l'Afrique du Sud, ça fait comme un grand détour, ça fait perdre beaucoup de temps. Chaque escale, c'est 24 heures à quai obligatoire. Et puis il faut déjà y aller, faire l'escale, 24 heures, repartir, donc ça fait vraiment beaucoup de détours. L'Australie, ça peut être vraiment compliqué aussi, Nouvelle-Zélande pareil, donc on part quand même dans un objectif d'essayer de ne pas en faire, d'avoir assez de matériel pour réparer le plus de choses tout seul en mer. Après, on va dire qu'on a réfléchi à toutes les possibilités, toutes les solutions, mais les solutions viendront facilement et naturellement le jour où il y aura un problème à bord, et j'appellerai l'équipe et on verra ce qu'on fera. Oui, c'est des choses envisageables. Moi, à bord, j'ai pris du matériel pour pouvoir monter au mât. Mais en fait, il y a beaucoup de réparations possibles, pas forcément en tête de mât. C'est pas parce qu'on monte en mât ou mât qu'on monte tout en haut du mât. Pendant la Transat Jacques Vabre, je suis monté à peu près à 10 mètres de haut. Là, c'était en double, mais je peux très bien le faire en solitaire, il n'y aura aucun problème. On peut avoir besoin de monter au mât à 5 mètres de haut pour bricoler sur le radar, ou un peu plus haut sur un chariot de la grand voile. Mais on n'est pas obligé de monter tout en haut. Après, tout en haut, je ne suis pas sûr aujourd'hui d'avoir envie de le faire. On verra le jour où j'ai besoin, l'état de la mer, l'état du vent, la forme physique dans laquelle je suis aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un exercice très simple. Moi, je ne suis pas le genre de marin qui aime être autopiloté. J'aime bien savoir où je vais, pourquoi on va chercher tel et tel phénomène. Donc à bord du bateau, je route moi-même. L'équipe de routage abat un travail monstrueux avec énormément de fichiers. Ils peuvent essayer de faire tourner beaucoup plus de routage que moi. Donc forcément, l'équipe de routage me propose des choses, mais je sais pourquoi ils me les proposent, parce que moi aussi j'ai fait des routages et je m'implique aussi dans les choix avec l'équipe à terre. Après, il peut y avoir des moments météo, des systèmes météo, ou des moments où c'est dur en mer, où tu as moins le temps d'analyser la météo, de réfléchir à ça, et tu fais un peu plus confiance à la cellule routage, et c'est important. Ou alors parce que tu es en train de bricoler quelque chose dans le moteur pendant des heures et des heures, et là la cellule routage te dit qu'il faut empanner, et tu réfléchis pas trop, tu y vas. Mais je pense que même tous les marins, les 6 marins sur la ligne de départ de cet Archaeo Team Challenge, on est tous impliqués avec la cellule routage sur notre stratégie. Oui, il y a une sorte d'assistance déjà médicale qui est autorisée, forcément. Donc on peut être en relation avec des médecins de course pour nous aider à nous soigner, à réparer nos petits bobos qu'on a pu avoir, nos petites blessures. Et on a aussi une assistance, on va dire, mécanique via toute l'équipe à terre qui ont suivi. Et donc en fait, ils nous aident à réparer telle ou telle chose. Ils nous envoient des fiches, des protocoles de réparation, donc on essaie de les respecter. Donc si on a un problème technique, donc nous on essaie de bien l'identifier, de bien le retranscrire verbalement ou en message à l'équipe à terre, qui eux essayent de réfléchir de leur côté à comment je peux réparer la meilleure solution. Ils nous envoient un protocole par message, par la messagerie, en disant avec des photos, explications, essaye de faire ça, ça comme ça.
Et eux, l'équipe, c'est exactement moi tout le matériel que j'ai en spare à bord, tous les outils que j'ai à bord. Et donc voilà, ils me donnent une petite notice pour essayer de réparer le problème. Alors me recoudre la langue, je sais pas. Avec la graffeuse, faut y aller, faut pas réfléchir, je pense. Je suis pas sûr que tu parles de la même manière après à l'arrivée, mais au moins tu as le bout de ta langue. Non, oui, on apprend à passer des petits gaps, j'ai envie de dire, un peu émotionnels. C'est par exemple se faire une perfusion soi-même. C'est vrai que se piquer soi-même dans la veine, c'est pas un exercice très simple. Je me dis que si tu y arrives à terre, tu y arriveras forcément en mer avec l'adrénaline. Donc voilà, et puis c'est essayer de prendre la mesure des gestes, essayer de s'exercer un peu. Alors on n'est pas préparé à toutes les solutions, mais je pense que ça nous enlève un peu de stress de réussir à faire des points de suture à terre, à se poser des agrafes, à se mettre une perfusion, à s'injecter une seringue d'adrénaline dans la cuisse. Voilà, c'est des choses, si tu arrives à terre, tu arriveras en mer forcément. Ouais, alors moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'on prend beaucoup plus soin de nous à terre qu'en mer. Et il faut vraiment prendre extrêmement soin de soi à terre, en mer pardon. C'est vrai que, je sais pas, on peut se faire une petite blessure en faisant du jardinage le week-end. On parle encore de jardinage. On peut se faire une pette blessure en jardinage le week-end, tu as de la terre, tu ne déconnes pas forcément et il ne se passe pas grand-chose. En mer, la moindre petite égratignure, blessure, il faut que ce soit désinfecté, que ce soit protégé et surtout pas qu'il y ait une infection parce que ça peut vraiment se propager assez rapidement, une infection. Donc on est assez vigilant sur notre corps, même dans le Grand Sud. Voilà, tu ne te changes pas souvent, mais dès que tu te changes, tu regardes un peu ton corps, si tu n'as pas des hématomes, tu n'as pas une éraflure, et tu te fais des petits checks corporels comme ça de temps en temps, et c'est important. Dans les premières heures de cours, on n'est vraiment pas habitué à dormir à pleine vitesse, c'est toujours très difficile. On commence à réussir, mais grâce à la fatigue. Et c'est la fatigue qui, au bout d'un moment, nous fait nous endormir. Et plus la vitesse est élevée, plus c'est compliqué. Je pense qu'au fur et à mesure d'un tour du monde, au fur et à mesure que tu prends la mesure du bateau, que tu t'habitues aussi à ce genre de vitesse, c'est aussi une question d'habitude, tu arrives de plus en plus à t'endormir à haute vitesse. Et ouais, je pense que c'est une question d'habitude, mais on perd vite l'habitude. Il suffit que tu reviennes une semaine à terre, que tu reprends la vie de tous les jours, tu repars naviguer en mer, et là, c'est compliqué de naviguer à haute vitesse et de s'endormir. Donc je pense que j'ai pas la réponse à cette question spécialement, mais j'imagine qu'au fur et à mesure des heures passées et des milles avalés, on arrive de plus en plus à avoir confiance en soi et au bateau. Ouais, c'est vrai que c'est pas un bon exemple, peut-être mon cas, mais sur une transat, j'ai voulu faire les choses extrêmement bien en prenant une diététicienne et en prenant vraiment des choses équilibrées, des graines, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de poids parce que j'avais pas spécialement envie de manger les choses que j'avais, ce qu'on m'avait préparé. Et aujourd'hui, je préfère peut-être être un peu moins précis dans le côté équilibre de la nourriture que j'ai à bord. Mais au moins, j'ai que des choses que j'aime et je les mange. Et en tout cas, c'est important d'essayer de ne pas sauter de repas, d'essayer de se nourrir. Et en fonction aussi de se nourrir en fonction des efforts que tu as fait, en fonction de là où tu es sur l'Atlantique. Tu ne manges pas la même chose si tu es dans l'Alizé, au soleil, ou si tu es dans le Grand Sud avec des températures très, très basses. Donc voilà, je pense aujourd'hui avoir mûri et être assez mature sur le genre de choix de nourriture que je prends à bord. Je ne prends pas que des bonbons. Mais bon, il faut aussi des tablettes de chocolat et 2-3 bonbons dans son sac à nourriture parce que voilà, faut les petits plaisirs de la vie. Moi, je suis forcément obligé d'attaquer pour essayer de pas trop me faire distancer par les copains. Mais il ne faut pas que je me fasse non plus entraîner un peu avec un curseur un peu trop élevé par rapport à moi. Il faut aussi réussir à se connaître. Je pense que le curseur, c'est difficile avant le départ de dire où on va le placer. En fait, le curseur, tu le changes à plein de moments, là où tu es sur l'Atlantique, là où tu es par rapport aux concurrents, et aussi tu le positionnes par rapport aux concurrents. Donc voilà, il faut essayer de se connaître, de savoir comment on se sent, de poser le curseur par rapport à soi et aux concurrents au bon endroit. Donc en fait, c'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Ça se fera naturellement, je pense, sur l'eau. Pendant les premiers jours de course. Il y a quand même une belle différence par rapport au Vendée Globe, c'est que le Vendée Globe, ils sont 40
concurrents et compagnons de mer et de route sur les mers du Sud. Voilà. Et c'est vrai que ça fait de la présence. Il y a une sorte de petite chaleur humaine du fait d'avoir énormément de concurrents sur le plan d'eau. Nous, on est 6 bateaux, il suffit qu'il y en ait un ou deux hors jeu. Voilà, et tu es dans les mers du Sud, tu te retrouves à quelques bateaux, et puis tu es un peu distancé, où il y a de l'écart entre les bateaux, et tu te sens vite très seul. Donc je ne sais pas si on sera dans cette configuration-là, je ne sais pas du tout comment je vais vivre ce sentiment un peu de solitude. J'ai hâte de savoir justement comment je vais appréhender un peu tout ça. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une flotte moins nombreuse que sur un Vendée Globe, je pense que tu te sens un peu plus seul sur l'eau dans le sud. Je pense que pour moi j'ai 2 temps forts. J'ai l'équateur, c'est un moment... en fait tu passes beaucoup plus de temps dans l'hémisphère sud que l'hémisphère nord. Donc voilà, l'équateur, une fois que tu as passé l'équateur, c'est vraiment, tu rentres dans le vif du sujet et tu sais que tu vas que rentrer dans le dur. Après, les autres caps, Bonne-Espérance, les Wings, j'y porte pas trop d'importance. Mais je pense que le Cap Horn, ça va être un moment hyper important, émotionnellement parlant, sportivement parlant. C'est la fin, des mers du Sud, c'est le début du retour à la maison. Ouais, je pense que c'est le cap vraiment qui peut t'apporter le plus d'émotion. Les petits manchots à Capton, voilà, trop mignons, je les avais vus pendant The Ocean Race, voilà, qui se baladent dans la ville, là, le long des plages. Ça m'évoque ça. C'est triste, hein, non? Vous voulez notre réponse? Ouais, en fait, on pose souvent cette question, parce que c'est vrai que François, il a le record autour du monde en solitaire avec cette machine en 42 jours. Et on pose plutôt la question dans le sens, est-ce que ça vous rajoute du stress ou de la pression? Et en fait, pas du tout, non, ça me réconforte. Je me dis que justement, ce bateau, il connaît le tour du monde, il connaît la route, il a beaucoup navigué. Il n'y a pas que le tour du monde, c'est aussi toutes les routes du Rhum, tous les transats Jacques Vabre et autres courses que François, dans le passé, a pu faire. Et nous aussi, on a rajouté en nombre de milles sur cette machine-là. Et elle est toujours intacte, elle est toujours fiable, elle est toujours rapide et jolie. Et voilà, et ça me réconforte en fait. C'est vrai que la musique, j'écoute beaucoup à terre et en mer, en fait, ça me dérange un peu, mais beaucoup de podcasts, en fait. J'aime bien écouter un peu des voix, des gens parler. Des fois, c'est un peu écouter sans écouter, mais d'avoir un bruit de fond comme ça de personnes qui parlent. Voilà, ça peut passer de la tête au carré ou de la te raconte aux grosses têtes. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais. J'ai pas encore fait une introspection exactement de moi-même. Justement, là, je vais la faire pendant 50 jours, mais c'est peut-être ça, consciemment, ouais.